Ce programme vous est offert par Illico Cash. Rencontre surprise entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha ce mardi en présence de l'émir. Des discussions pour un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat ont été évoquées par toutes les parties quelques heures après des sanctions de l'Union européenne qui ont énervé la coalition AFC M23 accusée d'être soutenue par le Rwanda. Décryptage à suivre dans ce journal. L'autre nouvelle apparition, c'est celle de l'ancien président Joseph Kabila qui nie toute implication avec les actions des rebelles qui occupent actuellement une bonne partie des deux provinces dans l'est du pays et assure que son successeur, Félix Tshisekedi, est autant le problème que la solution dans la crise que traverse le pays actuellement. Une crise qui pousse à réévaluer une participation historique et de longue date de la RDC au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. La France est pour l'heure une des dernières puissances à ne pas encore avoir imposé des sanctions individuelles et exemplaires contre l'agresseur de la RDC, contrairement à la Belgique voisine qui n'est plus en relation diplomatique avec le Rwanda. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors que personne ne pouvait s'imaginer ce scénario, Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont été réunis en tête-à-tête en présence de l'émir du Qatar à Doha ce mardi 18 mars, date initialement prévue pour les négociations directes entre les rebelles du M23 et le gouvernement de Kinshasa. Une opération avortée en dernière minute suite à des sanctions imposées à des acteurs clés de la chaîne de commandement de la rébellion au Qatar. 3 parties pour une discussion, mais avec 3 comptes rendus différents. Jean-David Kilolo a signé ce dossier de la rédaction en les décryptant tous. C'est une rencontre de tous les enjeux, particulièrement des enjeux sécuritaires. Sous la médiation de l'émir du Qatar, les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont rencontrés à Doha hier mardi. Une rencontre vue par l'opinion publique comme une véritable surprise générale au regard des positions récentes affichées par les deux chefs d'État publiquement. Selon une déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République du Rwanda et la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont salué les progrès des processus de Luanda et Nairobi, ainsi que ceux du sommet conjoint EAC-SADC tenu à Dar es Salaam le 8 février dernier. Kinshasa et Kigali ont réaffirmé leur engagement pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, tel que cela a été décidé lors du 10 sommet. Les deux chefs d'État se sont aussi accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions entamées à Doha afin d'établir les bases solides d'une paix durable telle qu'envisagée dorénavant fusionnée. Cette rencontre vient conforter la résolution 2273 du Conseil de sécurité de l'ONU qui a recommandé une fusion des processus de Luanda et Nairobi afin de permettre une rencontre entre les deux chefs d'État et celle entre Kinshasa et le M23 sous des préalables bien définis. La rencontre hautement diplomatique de Doha intervient dans un contexte marqué par l'avancée des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans la partie est du pays. De nombreuses questions restent tout de même pendantes concernant l'issue de cette nouvelle approche diplomatique portée par le Qatar. 2025, année de la parole pour Joseph Kabila. Après avoir longtemps donné sa langue au chat, l'ancien président de la République a retrouvé le stylo, puis le micro pour s'exprimer sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Encore jeune, avec l'énergie nécessaire, le prédécesseur de Félix Tshisekedi se dit prêt à servir encore le Congo et les Congolais, qu'ils appellent d'ailleurs à parler en interne pour des solutions durables. Joseph Kabila a également, pour la première fois, nié toute connivence avec les actions des rebelles de la coalition AFC M23, défiant quiconque de fournir des preuves qui diraient le contraire. And all the other stakeholders, Congolese stakeholders,
L'interview de Joseph Kabila Kabange accordée à la presse sud-africaine juste après son audience avec l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki constitue un moment clé dans son retour médiatique et politique. Et voici ce qu'il faut retenir de cette interview spécifique et les enjeux qu'elle soulève. Joseph Kabila Kabange a maintenu son climat ferme, mais avec un ton mesuré, se présentant comme un homme d'État prêt à dialoguer, influencé peut-être par l'approche diplomatique de Mbeki. Il a réitéré son démenti face aux accusations de complicité avec les M23, défiant le pouvoir en place de prouver ses allégations, tout en évitant une escalade verbale trop directe. Joseph Kabila Kabange a salué les rôles historiques de Thabo Mbeki dans les médiations africaines, notamment au Zimbabwe et en République démocratique du Congo dans les années 2000, et a plaidé pour une implication accrue des figures comme lui dans la crise congolaise. Il a suggéré qu'une solution politique plutôt que militaire nécessitait une médiation neutre impliquant la SADC et l'Afrique du Sud, tout en critiquant l'option militaire dans l'est de la RDC, estimant qu'elle aggrave les divisions. Joseph Kabila Kabange prône pour une solution pacifique et politique. Joseph Kabila Kabange a rappelé son bilan, affirmant avoir géré des crises similaires pendant ses 18 ans au pouvoir, 2001-2019, et avoir maintenu une certaine stabilité malgré les défis. Il s'est positionné comme un acteur incontournable pour sortir la République démocratique du Congo de l'impasse actuelle, tout en restant vague sur ses intentions politiques immédiates. Joseph Kabila Kabange a adressé un message direct à Pretoria, soulignant l'importance de son rôle dans la région. Mais Joseph Kabila Kabange a adressé un message direct à Pretoria, en évoquant des intérêts communs entre la RDC et l'Afrique du Sud, notamment économiques, exploitation des minéraux et sécuritaire, pour justifier une coopération plus équilibrée. En rencontrant Thabo Mbeki, une figure respectée par son passé de médiateur, et en exprimant ensuite Joseph Kabila cherche à influencer la politique africaine envers la République démocratique du Congo. L'enjeu est de pousser Pretoria à revoir son engagement au sein de la SADC et à privilégier une approche diplomatique où il jouerait un rôle important. Cela met en lumière une tension entre l'administration actuelle de Cyril Ramaphosa, alignée sur le président Tshisekedi, et une vision plus neutre incarnée par Mbeki que Kabila tente d'exploiter. Cette interview, couplée à l'audience avec Mbeki, vise à renforcer la stature de Kabila comme leader expérimenté et crédible face à certains. L'enjeu est de rallier ses partisans au sein du PPRD et de l'opposition congolaise tout en gagnant une audience internationale. Le président honoraire Joseph Kabila insiste sur une solution politique au conflit avec les M23 en s'exprimant depuis l'étranger. Après avoir rencontré Mbeki, Kabila envoie un signal fort à Kinshasa et au monde entier qu'il reste actif et influent malgré son exil. L'interview de Joseph Kabila après son audition avec Thabo Mbeki met en lumière son ambition de redevenir un acteur central dans la politique congolaise et régionale. Et les enjeux tournent autour de la stabilité de la RDC, du rôle de Pretoria dans la SADC et de la capacité de transformer cette offensive médiatique en influence concrète, tout en privilégiant une solution en interne et d'une manière holistique. À quelques heures de la journée internationale de la francophonie, une vague des départs a secoué l'institution, les relations n'étant déjà plus au beau fixe avec les États membres de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ils ont claqué la porte de l'EIF l'un après l'autre, le tout pendant que la RDC, une des plus grandes nations francophones, continue de dénoncer l'inertie de la France dans l'agression qu'elle subit de la part de son voisin rwandais. Grâce à une machine diplomatique tant vantée par Kinshasa, une pluie des sanctions perturbe depuis quelques semaines les systèmes rwandais mis en place pour déstabiliser la RDC. Les USA, le Canada, l'Allemagne, la Belgique ou plus largement l'Union européenne ont fini par passer à l'action après plusieurs appels au retour à l'ordre. Des sanctions individuelles visant des hauts dignitaires du régime Kagame tels que James Kabarebe mais aussi l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz.
Ce qui naturellement a frustré le Rwanda, dont le président de la République a récemment multiplié les sorties médiatiques, et Kigali qui est allé jusqu'à rompre ses relations diplomatiques avec Bruxelles. Un divorce qui visiblement n'est pas à l'ordre du jour pour Paris, la France étant restée la plus discrète dans ce tollé général au point de susciter la curiosité et l'inquiétude, y compris en interne. Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise est revenu une fois de plus sur l'affaire cette semaine, évoquant un chagrin de voir la RDC suivre les pas des États membres de l'Alliance du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en quittant l'Organisation internationale de la francophonie à cause de la nonchalance de la France sur ce dossier. Quand on lit la violente missive qui a suivi de la part du ministre rwandais de la Communication, on peut deviner le pourquoi de ce que Mélenchon appelle politiquement le errement de la francophonie sur cette affaire. Kigali continue encore aujourd'hui de faire payer à la France son implication dans le génocide des Tutsis il y a 31 ans cette année. Mais est-ce que Kinshasa aura la patience d'attendre que Paris et Kigali finissent de nettoyer leur linge sale? Rien de garanti pour le moment. Il y a quelques semaines, le gouvernement congolais, par la ministre déléguée de la coopération internationale et francophonie, a fait part de son refus de participer à la 46e conférence ministérielle de l'OIF à Kigali. Selon Bestine Kazadi, organiser cette conférence au Rwanda constitue une caution tacite de l'agression contre la RDC et une transgression des valeurs portées par la francophonie. L'on se rappellera encore du triste épisode à Paris où Emmanuel Macron s'est serré abstenu expressément d'évoquer l'agression que subit la RDC dans sa partie Est au moment où il énumérait les conflits armés dans le monde, et ce en présence de Félix Tshisekedi révolté. Avec plus de 100 millions d'habitants, la RDC est le pays francophone le plus peuplé au monde et est le deuxième plus grand pays après le Canada en termes de superficie. Un pays riche en ressources naturelles qui fait de lui un acteur économique important au sein de cette organisation. Pendant ce temps, la société civile, force vive du Sankourou, crie au scandale et alerte sur un présumé détournement des fonds du recrutement de la jeunesse pour rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo. Elle accuse quelques élus de cette province d'être auteurs de ce forfait. Au total, 45 000 $ sur les 50 000 débloqués par le gouvernement n'est pas retracé. Pour faire face à l'agression rwandaise, dans le cadre d'une initiative du ministre de la Défense de sensibiliser les jeunes au patriotisme, 50 000 $ ont été déboursés par le gouvernement pour mobiliser les jeunes sankourois à l'enrôlement au sein des FARDC. Somme qui, d'après la société civile de cette province, a été remise par un groupe d'élus du Sankourou, dont quelques députés nationaux et un sénateur. Mais chose grave, la société civile alerte que seuls 5 000 $ ont été affectés à ces projets et dénonce un présumé détournement de 45 000 $. Ces motos devraient être remis au gouverneur de la province en tournée de sensibilisation pour l'enrôlement de jeunes à l'armée et des collectes de fonds pour l'entretien de recrues. Mais au lieu de servir cet objectif, 9/10 de cette somme était dissipée et partagée par ces élus. Des sources dignes de foi renseignent que seulement un deuxième, soit 5 000 $ américains, était effectivement affecté à ces projets. Les intéressés auraient affirmé avoir utilisé le reste pour organiser l'accueil du vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant, qui a passé 2 heures seulement à l'escale de Lodja en route vers Mujimai. La société civile force vive du Sankourou estime que la descente de ces élus à Lodja, qui les ont quittés après 24 heures, n'aura été qu'un prétexte pour couvrir ces forfaits qui frisent un sabotage délibéré de l'action du chef de l'État et de son gouvernement central pour restaurer la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Joint par Télé 50, le gouverneur du Sankourou témoigne qu'il a été contacté par ses élus pour préparer l'accueil du VPM de la Défense à Lodja et ses services n'ont reçu que 5 000 $ et que c'est après qu'il apprendra que 50 000 $ ont été débloqués pour cette opération. Il se questionne donc sur ce qui a été réellement fait avec ces fonds
et se demande où la mobilisation a été effective après le départ du ministre de la Défense. La société civile du Sankuru engage donc les instances de contrôle et judiciaires compétentes à se saisir de cette dénonciation pour enquêter sur cette présomption de précarisation afin de mettre un terme à la destruction des capacités de défense de la RDC. En marge de la journée du travail, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a visité l'Institut national de travail social et l'Institut d'Ibanga au centre Bondeko pour s'imprégner des conditions sociales dans ces institutions. Dans sa suite, on retrouve une fois de plus Jean-David Kilolo. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale du travail social, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, n'a pas voulu rester dans son bureau. Pour ce 18 mars 2025, au nom de la solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana a effectué une visite au centre de rééducation village Bondeko, Institut Libanga, où sont encadrés les enfants vivant avec handicap. L'occasion pour Nathalie Aziza Mounana de faire le tour des salles pour s'imprégner des conditions sociales de cette catégorie des vulnérables, dont parmi elles les personnes vivant avec handicap physique, mental, de sourds, muets. Nathalie Aziza Mounana a visité la salle de rééducation physique qui est en état de délabrement très avancé. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a pris bonne note tout en promettant son implication pour sa réhabilitation. Ici, ce sont des enfants vulnérables. En tout cas, nous sommes trop flattés. Nous vous disons grand merci. Direction Institut national de travail social. Une première pour une ministre nationale, surtout celle du social, de visiter l'INTS. Avec son équipe, Nathalie Aziza Mounana s'est entretenue avec le comité de gestion et promet son accompagnement. Comme dans ses habitudes, partout où elle passe, elle laisse toujours des empreintes. La ministre a remis un lot important d'épargne à tous les travailleurs sociaux à la grande satisfaction des bénéficiaires. Cette action de son Excellence, Nathalie Aziza Mounana, sera relayée parmi tous les collègues travailleurs sociaux parce que jusqu'à ce jour, depuis 2013, l'INTS existe, mais c'est une première pour que l'excellence vienne ici. Pour le directeur général de l'Institut, la visite de Nathalie Aziza Mounana relève du pragmatisme. Cette symbolique montre cette estime que la ministre Nathalie Aziza Mounana a avec la communauté des affaires sociales, mais aussi avec la communauté des INTS. Nous sommes très contents. Aujourd'hui, arriver ici, ce jour est spécial pour nous tous. La ministre des Affaires sociales a eu un entretien fructueux avec les étudiants avant de visiter la concession de l'Institut menacée par les spoliateurs. Après Mounana, Moutamba, depuis la ville de Matadi où séjourne le ministre de la Justice et garde des Sceaux, il poursuit les consultations populaires. Constant Moutamba était ce mercredi face à la population pour s'imprégner des désidératas des victimes des bavures judiciaires. Il a particulièrement fait une mise en garde aux spoliateurs. À tour de rôle, les victimes d'évabures judiciaires dans ce coin du pays se sont succédées devant le patron de la justice congolaise pour exposer leurs différents problèmes. Papa, tala arti basala nga mama mukimba ko. Ona terrain, yango kotinda biso ba criminel. Pour son compte, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a réitéré sa ferme détermination de remettre de l'ordre dans le secteur de la justice congolaise. D'un ton ferme, le garde des Sceaux a lancé une mise en garde particulière aux spoliateurs qui attristent plusieurs familles. Moyen to libéra kaba violeur izalakati. Ce bouquet Naba o bako sela makambu moyen ya libérer bango ezati. Pona mambozo sala ya mabe. Naba prison bo ba ete bato ba tondi na ba luzumu ba makala ba wapi ba dolo et ali ba violeur. Constant Moutamba est en mission officielle au Congo central depuis le dimanche dernier.
Amélioration des conditions d'accueil dans les écoles publiques de l'État qui reçoivent beaucoup d'élèves suite à la mise en application de la gratuité de l'enseignement. Le chef de l'État s'est fait représenter par le commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabouik à l'Athénée de Ngirigiri lors d'une cérémonie de remise d'un don gratuit de 600 bancs pupitres pour équiper toutes les salles de classe. Quand les applaudissements sont sincères, ça se ressent. Nous sommes à l'Athénée de Ngiringiri. Ici, le lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabouik est accueilli avec honneur par les responsables et la communauté des élèves de cette école qui l'ont surnommé à juste titre Messie pour son pragmatisme. 5 jours seulement après avoir écrit au service national pour être approvisionné en bancs pupitres, aujourd'hui, c'est la surprise. Un lot de 600 bancs pupitres pour équiper toutes les salles des classes de l'Athénée de Ngiringiri. Que nous avons effectué dans les différentes écoles démontre que le pays ne s'occupait pratiquement plus de l'amélioration des conditions d'accueil dans nos établissements scolaires publics. La nuit a été longue, certes, mais sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un nouveau jour s'est levé. Une vision éclairante et éclairée nous montre l'étendue des dégâts causés par l'usure du temps. C'est la joie pour les bénéficiaires. Nous attendions le Messie. Enfin, les Messies ont entendu s'appeler service national pour avoir inondé nos salles de classe avec 600 bancs pupitres. En tout et pour tout, au nom de tous les apprenants et au mieux propre, il nous reste à remercier très sincèrement le président de la République démocratique du Congo qui a ressuscité les services nationaux de ce centre et qui a placé à sa tête un homme de cœur. Nous citons le lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabouik. De son côté, le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo Kabouik a remis ce titre de Messie au président de la République, Félix Tshisekedi, qui représente simplement et promet d'autres actions en faveur de cette école dans le jour prochain, selon le calendrier du service national. Nous allons intégrer dans les tout prochains jours, dans le plan de dotation, nous allons y inclure la dotation en tableau. Nous avons constaté que nous donnons les bancs, mais parfois dans les salles de classe, il y a encore un problème qui se pose, il n'y a pas de tableau. Et même si nous donnons les tableaux, il se posera toujours le problème de chaises, de tables pour les enseignants. Quand nous allons pouvoir intégrer ça, je crois que c'est ce sentiment-là qui les pousse à dire que nous sommes un Messie. Nous ne sommes qu'un simple envoyé, un simple fonctionnaire de l'État au service de la nation. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni mardi dernier sous la présidence de Dieudonné Kamoleta. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'examen et l'adoption de l'avant-projet de la décision de convocation de l'Assemblée générale en session ordinaire du premier lundi du mois d'avril 2025, l'examen et l'adoption de l'avant-projet d'instruction relative à la préparation de la dite Assemblée générale, mais aussi la situation des magistrats déplacés suite à l'insécurité et ceux se trouvant dans les provinces occupées. Dans sa communication, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta, a informé les membres du bureau du début de la mise en œuvre effective du contrat entre le Conseil supérieur de la magistrature et la société Activa, l'assurance santé et prévoyance collective destinée à couvrir les soins de santé et le versement du capital décès aux magistrats, leurs conjoints ainsi que leurs enfants. Il s'agit d'un délai de grâce d'1 mois accordé aux magistrats qui court à partir du 10 mars dernier. Après cette période, seuls les magistrats et dépendants porteurs seront reçus. Pour sa part, le président du Conseil supérieur de la magistrature a annoncé également que la prise en charge d'assurance prévoyance collective est également effective à partir du 1er décembre 2024. Abordant le deuxième et troisième point inscrits à l'ordre du jour, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature a adopté les avant-projets de la décision de convocation de l'Assemblée générale du CSM en session ordinaire de l'instruction relative à la préparation de l'Assemblée générale. Le procureur général près le Conseil d'État a été chargé de prendre contact avec les hôteliers traditionnels du Conseil supérieur de la magistrature pour le logement et la restauration des magistrats des provinces qui viendront pour participer à ces assises.
Le complexe sportif IMCA de Matongué a refoulé du monde le dimanche dernier. L'appel à la mobilisation générale des Quinoises et Quinois lancé par le président de l'ASBL, Banakin, Godard Mutemona, a été un véritable succès. Un seul mot d'ordre, tous rangés unanimement derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Les FRDC et les patriotes Wazalendo sont prêts à barrer la route à l'ennemi du peuple congolais. La patrie ou la mort, c'est sont décidés ces Quinoises et Quinois, arborant ainsi de bandeaux rouges en signe d'une détermination inébranlable. Le vice-ministre de Mines, Godard Mutemona, président de Banakin, fervent défenseur de la détermination du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la restauration de l'intégrité territoriale, a à cette occasion appelé à l'unité et à l'engagement collectif pour la défense de la patrie contre l'agression rwandaise. Les Congolais qui se sont égarés du bon chemin, le chef de l'État les a tendu la main à travers son projet d'un gouvernement d'union nationale pour mettre de côté nos divergences. Concernant nos frontières, l'ennemi devra respecter son intangibilité. C'est pourquoi je demande aux jeunes de s'enrôler massivement dans l'armée. Question de protéger nos limites frontalières. D'autres interventions visant à susciter cet éveil patriotique des Quinois étaient également au rendez-vous, notamment celle du directeur général de SAEMAP, Jean-Paul Kapongo, et du vice-président de Banakin, les sénateurs Mikei Kabasele. Notons que les associations sœurs, ces Quinoises et Quinois ainsi que leurs leaders, regroupés autour du vice-ministre de Mines, Godard Mutemona, sont très déterminés à soutenir les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, le premier Quinois à la tête de la RDC dans son engagement de restaurer la paix à travers le pays avec un gouvernement d'union nationale. Assainissement de la ville de Kinshasa, Vert Céleste veut appuyer les efforts du gouvernement provincial dans cette lutte. Plus de 300 étudiants ont été sensibilisés sur la problématique de l'application de la loi à un environnement sain à Kinshasa lors d'une conférence sur l'environnement. À la fin, pour joindre l'acte à la parole, les participants ont ramassé des ordures. Bâtissons une Afrique belle et saine, c'est le slogan du mouvement Vert Céleste. Il couvre actuellement 16 pays, dont la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Bénin et 60 sites. Depuis ses débuts, 300 actions ciblées ont été menées et plus de 6000 personnes y participent. Le mouvement prend de plus en plus de l'ampleur. L'idée est de changer l'attitude des gens vis-à-vis des ordures, jeter les ordures au bon endroit, réduire les déchets, ainsi les recycler. Chaque personne qui occupe une parcelle est responsable de la salubrité à l'intérieur de sa parcelle, mais aussi à 10 mètres devant sa parcelle. Donc, dans cet arrêté, lorsque vos caniveaux sont bouchés, lorsque vous n'avez pas mis même la peinture sur vos murs, même l'éclairage public sur votre parcelle, s'il y a des déchets ou des saletés, des immondices devant votre parcelle, c'est vous le responsable de la maison qui allez répondre pénalement, et la sanction minimale commence par 7 jours et ou avec les amendes transactionnelles. Mais combien d'OPJ le savent? Combien de Quinois savent que c'est une infraction lorsqu'il y a des saletés devant votre parcelle, lorsque vos caniveaux sont bouchés? Combien le savent? Vert Céleste s'engage à prêter main forte au gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, dans sa lutte pour le changement des mentalités. Il compte éduquer les Quinois et faire d'eux de bons citoyens. Le chef de l'exécutif provincial du Olomami, Banza Mouloumé Marmon, a lancé ce mardi les travaux d'élaboration de la réédition des comptes des exercices budgétaires 2024 pour la province du Olomami. Rendre compte de la gestion de la province en passif comme en actif devant la Cour des comptes est une nécessité pour la province du Olomami. Voilà pourquoi les ministres provinciaux, les directeurs ainsi que les chefs de division se sont retrouvés dans la salle Sainte-Thérèse pour les travaux d'élaboration de la reddition des comptes exercice budgétaire 2024. C'est là en présence du président de l'Assemblée provinciale, Basile Mouleba-Chiniche, et du gouverneur de province, Banza Mouloumé Marmon. Dans ce mot, le ministre de l'Intérieur faisant l'intérim de son collègue de finances,
en mission à saluer les prouesses du gouvernement provincial que dirige Banzamouloumé Marmo dans la mobilisation des recettes qui reste l'une des priorités dans la gestion et preuve de sa passion pour le développement de son entité. Prenant la parole, le chef de l'exécutif provincial a appelé les participants, chacun de contribuer à la construction de ces documents, boussole dans la gestion de la province. Mais avant toute chose, je voudrais rendre des hommages réitérés au président de la République, chef de l'État, champion de la bonne gouvernance de finances publiques, pour son engagement à restaurer la paix et l'intégrité territoriale. Le directeur provincial des trésoreries et ordonnancement a relevé le contexte du gouvernement provincial qui s'est engagé à travers son programme d'action à promouvoir l'orthodoxie dans la gestion et la bonne gouvernance, car l'objectif est celui de mettre à la disposition de chaque responsable la réalisation de son secteur en termes de recettes. Plusieurs observations constructives ont été formulées pour ainsi constituer un vade-mecum pour la province. Une rencontre qui s'est clôturée en bon enfant. Recrudescence des cas de choléra dans la province du Tanganyika. Le gouvernement provincial a fait une mise au point de la situation et appelle la population de ce coin à prendre des précautions afin de limiter la propagation de cette maladie. Cette année 2025, de la première à la 7e semaine, le nombre de cas suspects de choléra est 6 fois plus élevé que celui de l'année 2024, soit 132 cas suspects de choléra et 0 décès en 2024 de la première à la 7e semaine contre 812 cas suspects dont 11 décès en 2025. 9 zones de santé sur 11 de notre province sont touchées par le choléra, dont les plus fortement touchés sont la zone de santé de Kalemi, suivi de Niemba, qui sont fortement affectés par les inondations. À ce jour, 2 zones de santé sont épargnées. Il s'agit de la zone de santé de Kiambi et celle de Mbouloula. La vitesse de progression de cette recrudescence est exponentielle et nous impose de relever le niveau de la riposte. À défaut, nous courons un sérieux risque de calamité publique. Partageons la même province, gouvernants et gouvernés, riches ou pauvres, personne n'est à l'abri du choléra. Un plan de contingence est mis en place pour endiguer la progression du choléra. Mais de toute évidence, nous n'y sommes pas encore parvenus. Ce jour, mes pensées vont aux malades touchés par le choléra. Je leur exprime toute mon affection et mes vœux de prompt rétablissement. La ville de Kikwit, dirigée par Abengiama Kachaka, vient de prouver une fois de plus qu'elle n'appartient plus à l'opposition suite à la réponse au mot d'ordre du maire de la ville, celui de réserver le lundi 17 mars dernier pour un accueil très chaleureux en faveur de la première ministre Judith Suminwa de l'aéroport à la tribune du Kansinga. La population de Kikwit a remarquablement répondu présent. La chef du gouvernement qui visite la ville de Kikwit pour la première fois est porteuse d'un message de sensibilisation et de l'éveil patriotique dénommé Congolais Telema en vue de soutenir les efforts militaires pour entraver la progression de l'agresseur rwandais dans l'est du pays. Abengiama Kachaka, qui accueille Judith Suminwa, s'est dit très content et lui souhaite la bienvenue. Madame la Première ministre, la population de la ville de Kikwit s'est arrangée pour vous accueillir aujourd'hui et vous souhaiter la bienvenue dans notre ville de Kikwit. Après son meeting populaire où elle a évoqué le courant Kakobola, l'achèvement du stade de Kikwit, l'emploi des jeunes, mais aussi la construction et la rénovation de la route de Kanzombi. Aussitôt dit, le maire de la ville l'a conduit sur l'avenue Kimpwanza pour s'enquérir du taux de délabrement de cette importante route qui réélit plus ou moins 30% de la population de Kikwit. Abengiama Kachaka, qui a depuis quelques jours pris l'initiative d'aménager ne fût-ce que la plateforme pour le passage de piétons. Je suis venu voir cette route de Kanzombi. Je félicite le maire de Kikwit parce qu'il a déjà commencé à faire des travaux pour pouvoir
enfouir les trous qui se sont formés à cause de l'érosion. Maintenant, il va falloir qu'on discute à Kinshasa pour voir comment on peut trouver le financement approprié pour pouvoir réhabiliter cette route. Sur cette route, Abenga Makachaka a été félicité par la première ministre qui lui a promis d'initier les pourparlers à Kinshasa afin de trouver un financement approprié et désenclaver le quartier Ngulu Nzamba. Et pour terminer ce journal, prenons ce communiqué de la vice-primature des transports sur la délivrance des permis de conduire. Elle informe l'opinion publique qu'un moratoire sur le contrôle des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce est accordé jusqu'au 30 juin 2025. Pour rappel, le nouveau permis de conduire biométrique avec puce se délivre sur les sites de la CONADEP aux adresses suivantes: Ndolo, avenue Aérodrome, référence ISTA, et quartier Bisa Météo, avenue Laurent Désiré Kabila, référence immeuble Metelsat. Les services compétents de l'État sont chargés au strict respect de cette mesure sur toute l'étendue du territoire national, peut-on lire dans ce communiqué signé par Jean-Pierre Bemba Gombo en personne. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Rencontre surprise entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha ce mardi en présence de l'émir. Des discussions pour un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat ont été évoquées par toutes les parties. L'autre nouvelle apparition, c'est celle de l'ancien président Joseph Kabila qui nie toute implication avec les actions des rebelles qui occupent actuellement une bonne partie des deux provinces de l'Est du pays et assure que son successeur Félix Tshisekedi est autant le problème que la solution dans la crise que traverse le pays. Une crise qui pousse à réévaluer une participation historique et de longue date de la RDC au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. La France est pour l'heure une des dernières puissances à ne pas encore avoir imposé des sanctions individuelles et exemplaires contre l'agresseur de la RDC, contrairement à la Belgique voisine qui n'est plus en relation diplomatique avec le Rwanda. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. La Direction générale de recettes de Kinshasa, déjà en sigle, informe les personnes physiques et morales propriétaires de véhicules automoteurs, soit automobiles, motocyclistes, tricycles, remorques et semi-remorques, véhicules tracteurs, bateaux et embarcations à propulsion mécanique, baleinières, marges et autres embarcations remorquées assujetties à l'impôt et autres embarcations remorquées assujetties à l'impôt sur les véhicules et le taxe spéciale de la circulation routière qui l'accompagne des recouvrements volontaires de la vignette exercice couplé 2024-2025 débute ce jeudi 12 décembre 2024 et prendra fin le lundi 31 mars 2025. Débute ce jeudi. À cet effet, la DGRK invite le contribuable de passer dans le banque partenaire retenu par la ville pour le paiement des dits impôts et taxes. Dépasser ce délai, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Fait à Kinshasa, Bita Lomoke, Mbokai Edi, directeur général. Clé du secteur, mais aussi les nombreuses opportunités qui s'offrent en République démocratique du Congo, un pays en pleine expansion. Cet événement marque une étape importante dans la dynamique de développement du secteur immobilier et ouvre la voie à des nouvelles collaborations fructueuses.